On va pouvoir commencer, je pense. Merci à tous du coup d'être présents pour ce troisième webinaire. Aujourd'hui, donc c'est un webinaire consacré aux leviers d'optimisation pour vos modèles économiques. Donc, on sera plus dans les chiffres que pour les autres webinaires. C'est David aujourd'hui qui va se charger de vous rendre tout ça accessible. Il y a également Françoise qui sera disponible si jamais vous avez d'autres questions sur d'autres points qu'on a peut-être déjà pu aborder dans les précédents webinaires. Comme les autres fois, on vous invite à poser vos questions via le chat, du coup, qui est à votre disposition et qui est actif normalement. Voilà, écoute David, vous pouvez y aller. Bonjour à tous et à toutes, donc très heureux d'être parmi vous. Donc, je suis David Paquet, je dirige le cabinet Alliance depuis 18 ans. On est spécialisé sur les hébergements touristiques et les loisirs. Et parmi les points de passion qui m'animent, il y a aussi tout le volet économique qui est un levier à la fois de réussite et parfois une des causes des échecs des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse de près à ces problématiques. Et dans le cadre de cet accompagnement, de cette formation, j'ai répondu avec Alliance Consultant Tourisme, qui est un regroupement de différents consultants. Et vous avez rencontré donc Françoise et Gilles qui travaillent avec moi dans le cadre de ce groupement. J'ai pour objectif et pour ambition aujourd'hui de vous faire comprendre les chiffres et de vous faire, j'espère, aimer les chiffres. Je vous dirais juste un élément par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où on a donné une direction à son entreprise, où on sait où on va et où on a défini son objectif, c'est beaucoup plus facile pour l'atteindre plutôt que d'avoir le sentiment d'être devant l'Everest et de ne pas savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, la manière de gérer son entreprise, c'est petit à petit de se fixer des marches de plus en plus hautes, de se donner les moyens de franchir chacune des marches et de se donner les moyens de contrôler ce qu'on fait et d'avoir des informations a posteriori. Donc, c'est pas cette démarche en détail, mais en tous les cas, c'est l'esprit de ce qu'on va partager aujourd'hui. Et maintenant, on va regarder comment on va le faire. Alors, je vais partager mon document. Hop. Mais je suis déjà partagé, non? J'ai un doute. Orlane, Non, on ne le voit pas à l'écran. Pardon. Écran partagé, pourquoi non? Ah, c'est bon. Si, c'est bon. Je suis simplement... Voilà, c'est bon. C'est en cours de partage. Vous me dites dès que c'est bon. Alors là, on a les vignettes. Donc, il faut le mettre en mode présentation et ce sera bon pour nous. C'est que je ne suis pas sur le bon écran, mais je vais faire tout de suite. Pourquoi? Attendez. Partage d'écran, je reviens dessus. Excusez-moi. Il était prêt, mais il y a un petit bidouille. Voilà, vous l'avez normalement à l'écran. Là, on l'a en mode présentation toujours. Et là, ça vient de changer. Ça doit être bon. Pas chez nous. Bon sang, bonsoir. C'est que j'ai pas le bon écran. Attendez, on va y arriver tout de suite. Et là, vous l'avez? Non. Ah bon sang, pourtant, je l'ai préparé avant. Écran, partage, écran 2, c'est bien ça. Et là, c'est bon. C'est en cours. C'est bon. C'est bon. Parfait. Excusez-moi pour ce petit souci technique. Et maintenant, voilà, j'avance sur les diapos. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est par rapport à cette situation qui est un petit peu difficile, où on doit revoir son modèle économique, amener des corrections, profiter d'opportunités aussi liées à la crise, d'opportunités de marché, mais aussi d'opportunités d'aide,
c'est là où il faut un pilotage agile de son entreprise pour ne pas subir la crise, mais plutôt passer par la crise pour améliorer son entreprise. Quand on connaît des difficultés, c'est un point que j'ai souvent abordé avec les banquiers sur différents projets, c'est parfois quand on est au creux de la vague qu'on trouve des solutions qui vont vous aider, au contraire, à dépasser ces problématiques et surtout demain, à aller encore plus loin. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est quelques éléments qui vont vous aider à produire un autodiagnostic, savoir où vous en êtes par rapport à votre activité, quelques points de repère, qu'est-ce qu'on regarde dans son tableau de bord, et comment conduire ces analyses. Donc, je vais vraiment rester sur des basiques en termes de gestion. Je vais vous expliquer comment ils se mettent en œuvre. On pourra bien sûr répondre à toutes vos questions sur ce plan-là. Mais au-delà de ces ratios qui vont vous donner une idée de votre entreprise, on va surtout s'intéresser à ce que vous pouvez faire pour améliorer vos recettes d'un côté, même si ça, on va le voir aussi sur d'autres webinaires, et agir sur vos charges pour vous adapter, soit une progression, mais dans le cas présent, aussi vous adapter à une baisse d'activité. Donc, c'est ces éléments qui sont un peu les éléments moteurs de l'entreprise et qui font que la gestion est dynamique. Premier élément qui est très important et qu'il va falloir avoir en tête, c'est que cette gestion dynamique suppose que, en temps réel, vous ayez aussi un suivi de votre comptabilité. Ce système de tableau de bord qui fait que chaque mois, j'ai des objectifs de chiffre d'affaires, j'ai une prévision de charge et j'ai un contrôle pratiquement chaque mois sur le suivi de mon activité. Parce que si j'attends le comptable qui attend vos pièces en janvier pour vous produire un résultat au mois de mai, vous avez 6 mois de retard sur la gestion de votre entreprise. Parfois, 1 mois, 2 mois suffisent à faire déraper votre entreprise et à vous mettre en grande difficulté. Donc, c'est nécessaire d'avoir un suivi sur les points qu'on va aborder, les points recettes, les points dépenses. On va y venir rapidement. Premier élément, alors je suis désolé, beaucoup de chiffres et des graphiques, mais ce que j'ai voulu à travers ce graphique, c'est vous montrer la dynamique qu'il se passe autour d'une gestion d'entreprise. Vous avez au centre de ce graphique, en violet, la dynamique des coûts de revient. Là, on est typiquement sur la gestion d'un gîte à la nuit, où on a les coûts de revient. Et donc, vous observez deux choses. Dans un premier temps, les coûts de revient baissent, 452, 439, 421, puis ils remontent. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux? Dans un premier temps, mon activité a progressé en volume, et quand je progresse en volume d'activité, je diminue mes coûts de revient, et donc j'augmente mes marges. Quand, à l'inverse, je baisse mon activité, mécaniquement, mes charges, ou plutôt la part des charges vont augmenter, donc mon coût de revient va augmenter. Et donc, c'est là où je me dis, soit j'agis sur le volume d'activité et volume de chiffre d'affaires, soit j'agis sur mes charges pour faire en sorte d'optimiser cette notion qui est la notion de coût de revient. Cette notion de coût de revient, on va la comparer tout à l'heure entre un gîte, un hôtel ou un prestataire de loisirs. Le chiffre est totalement différent. Simplement, c'est un premier point de repère qui me permet de dire à combien je vends mes prestations, quelle est ma marge par rapport au prix de vente. Et souvent, vous le verrez, on comparera ces coûts de revient au prix de vente pour déterminer ma marge, mais ce n'est pas du tout quelque chose de fixe. Souvent, quand je discute avec un prestataire de loisirs ou avec un gestionnaire de gîte ou d'hôtel, il me parle d'un coût de revient comme si c'était quelque chose qui était figé dans le marbre. Au contraire, il y a une énorme dynamique là-dessus et vous verrez qu'il y a aussi une dynamique sur vos prix et vos prix moyens. Autre incidence aussi de cette variation d'activité que j'ai, sur ce graphique, j'ai volontairement réalisé pour qu'elle soit pédagogique, c'est qu'on voit, avec le développement d'activité, on voit l'évolution du résultat. Vous l'avez en vert au-dessus, encadré en vert, 950 € au début pour monter jusqu'à 7 300 € de résultat. Et après, on le voit diminuer à 73 €, puis moins 6 000 €. Et donc là, entre guillemets,
petite alerte. Ce n'est pas dramatique d'avoir moins 6 000 € de résultats si c'est ponctuel, mais néanmoins, ça montre bien cette dynamique qui fait qu'avec des coûts de revient qui ont progressé, mon activité, d'un seul coup, devient déficitaire. Et ça, c'est important. Et puis, troisième notion qui ressort aussi dans le graphique, vous avez sur les barres les notions de charges fixes qui sont en marron et les notions de charges variables, celles qui dépendent du niveau d'activité, qui sont en marron clair orange. Et donc, ces notions-là, elles sont très importantes parce que c'est cette dynamique de charges fixes et de charges variables qui va déterminer un petit peu la structure de mon entreprise. On va regarder derrière ce qu'on peut retirer comme analyse de ces informations. La première, c'est concernant la variation du chiffre d'affaires. Et sur l'exemple qu'on voit, le chiffre d'affaires, on le traite d'une manière globale et on le traite aussi par produit. Qu'est-ce que j'ai vendu sur l'ensemble de mes produits et combien de volume j'ai vendu de produits en termes d'activité. Mais on va le regarder aussi par cible. Pourquoi je dis ça? Parce que on va se rendre compte, et j'étais encore cette semaine sur un hôtel, on discutait de ces questions-là, que finalement, pour un hôtel où la chambre va être à 80 €, eh bien, on va avoir des variations d'offres qui sont très importantes. Je vais parfois baisser mon prix de chambre et du coup avoir une offre beaucoup plus attractive pour certaines cibles qui vont rester plusieurs nuits et qui vont venir en groupe. Mais dans un certain cas aussi, je vais associer à ce prix de chambre la formule étape, c'est-à-dire le dîner et le petit déjeuner qui correspond à la cible des commerciaux. Et du coup, je vais avoir un prix moyen de chambre qui, au départ, la chambre toute seule est à 80, la chambre en formule étape qui est à 95 €, et puis la chambre pour les groupes qui va descendre à 75 €. Cette notion-là va vous donner aussi des indications intéressantes sur la manière dont vous travaillez par cible, au niveau de vos prix moyens par cible et de la répartition de chacune des cibles dans votre chiffre d'affaires. Ça peut paraître un petit peu compliqué au départ, mais ces indicateurs-là, c'est un petit peu la même chose que si vous dites le week-end, dans le cas d'un hôtel, pour certains hôtels qui travaillent avec des commerciaux, je vends mes chambres moins chères pour essayer de capter des familles, pour essayer de capter des couples qui vont venir se reposer, mais je sais que j'ai beaucoup moins d'activité. Et à l'inverse, mon prix de chambre va être plus élevé la semaine parce que j'ai une grosse demande, que je suis sur Rennes et que de toute façon, je vendrais 2 fois mon hôtel si j'avais le double de capacité d'accueil. Donc, il y a une dynamique des prix et il y a une approche des prix par cible de clientèle et par période. C'est là où on a une approche calendrier, cible en termes de prix. Parallèlement, vous l'avez vu tout à l'heure, dans cette notion de charge, j'ai des charges fixes, j'ai des charges variables. Par définition, les charges variables, c'est celles qui vont changer en fonction de mon volume d'activité. La consommation d'eau. Justement, David, il y avait juste une question par rapport aux charges variables sur la couleur dans le tableau précédent. Donc, je ne sais pas si on pourra le remettre tout à l'heure, mais… Oui, je pourrais revenir en arrière. Ouais. Mais on va y revenir sur les charges variables. Cette notion de charge variable, c'est vraiment celle qui change en fonction de mon volume d'activité. Donc, je consomme de l'eau, c'est une charge variable. J'apporte de la restauration, c'est une charge variable. À l'inverse, mes emplois de fonctionnement de l'hôtel peuvent être considérés en charge fixe, sauf si, par exemple, je considère que mon personnel de nettoyage des chambres, je le traite comme une charge variable, avec un volume d'activité qui peut changer selon le remplissage de l'hôtel et un lissage qui peut se traiter sur l'année. Donc, cette notion, elle a une influence importante, et notamment sur des entreprises qui sont en difficulté, notamment des établissements de groupe. J'ai vu des erreurs de gestion assez graves, dans le sens où on traitait le personnel en fixe et on avait des énormes variations de travail. Ce qui fait que pour certains, ils travaillaient beaucoup du vendredi au dimanche et même le lundi matin où il fallait tout nettoyer. Et parfois, il y avait 2-3 jours où il n'y avait pas d'activité, mais
pour une partie d'entre eux, ils revenaient quand même sur la structure. Et en plus, ils facturaient des heures sup sur leur temps de présence quand ils venaient sur les périodes d'activité. Résultat des courses, avec ces variations d'activité, on avait une masse salariale très élevée et donc on a eu une structure qui était vraiment en grande difficulté. Donc cette capacité d'adaptation, d'agilité sur les charges variables, en particulier dans des périodes comme celle qui nous préoccupe, elle est essentielle. Typiquement, une charge variable, ça peut être de la sous-traitance pour du personnel. Par exemple, soit sur de la blanchisserie, soit sur des extras en restauration, soit sur des prestataires extérieurs pour des activités. J'ai une base de loisirs, j'ai un surplus d'activités, je vais embaucher un brevet d'État à la journée ou à la demi-journée pour traiter ce surplus d'activités. Je suis en charge variable. Si par contre, j'ai un brevet d'État pendant 4 mois, alors qu'il a 22 mois d'activité, je vais me mettre en difficulté, je vais augmenter mes coûts de revient et je vais perdre en termes de rentabilité. Dernier point, la variation sur le seuil de rentabilité et les coûts de revient. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau d'équilibre à partir duquel votre entreprise ne perd plus d'argent ou au contraire, si elle est en dessous, commence à perdre de l'argent. Ce niveau, il se calcule en fonction de votre structure de charge à l'instant présent. J'ai tant de charges fixes, j'ai tant de charges variables, j'ai tant de recettes, je suis capable de calculer mon seuil. Simplement, si je suis dynamique dans la gestion de mes charges variables et si j'ai des variations d'activité, il faut savoir que votre seuil de rentabilité, il peut bouger, il peut évoluer. C'est ce qu'on va voir sur le graphique d'après. Et on viendra détailler d'ailleurs les charges par la suite. Sur cet exemple, vous voyez la dynamique des prix pour un gîte de séjour et pour un prestataire de loisirs en fonction des différentes cibles de clientèle. J'ai mon gîte de séjour qui travaille avec une ouverture de 319 jours, mon prestataire de loisirs qui est ouvert 6 mois, 180 jours. J'ai mes volumes d'activité en nombre de prestations, en chiffre d'affaires par cible de clientèle et du coup des calculs de ratio de prix moyen par jour, ce que vous avez vu tout à l'heure sur l'exemple précédent. Et je vois donc que ma clientèle séminaire ne représente que 6%, alors que ma clientèle groupe en séjour représente 25%. Ça me donne différentes informations aujourd'hui. Ça me dit que aujourd'hui, ma clientèle individuelle qui fait 61% de l'activité. Ça veut dire que ma façon d'organiser ma stratégie commerciale va être guidée en partie par cette analyse déjà de l'existant, parce que je dois absolument maintenir le niveau d'activité de ma clientèle individuelle. Et en même temps, si je regarde les périodes d'activité en détail, vous les connaissez aussi bien que moi, c'est sur la clientèle séminaire et sur la clientèle groupe que je vais arriver à travailler en avant-saison et en arrière-saison. Donc, quelque part, les 30-31% d'activité, c'est ceux qui vont peut-être changer ma rentabilité, même si aujourd'hui, ils ne représentent que 17% du chiffre d'affaires, du taux d'occupation, et 31% du chiffre d'affaires. Voilà l'analyse que je peux faire à l'échelle d'un gîte. Et si je me projette maintenant sur le prestataire de loisirs, lui, il va avoir différentes formes de prestations. Il va avoir des prestations cadrées qui nécessitent pour lui d'avoir une personne diplômée disponible ou des sous-traitants, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est la contrainte maximum sur sa structure. Il va louer du matériel, contrainte minimum, de l'accueil au départ, de l'accueil au retour d'activité et du matériel en nombre suffisant. C'est l'activité la plus rentable qu'on peut gérer sur une base de loisirs. Simplement, elle n'est pas toujours adaptée aux différentes clientèles. Et puis, un peu de snacking. Et parfois, c'est le cas pour certains prestataires de loisirs. Il y a des aides, notamment sur leur action sociale, soit pour des publics scolaires, soit pour des publics de centres de loisirs, soit pour des publics sportifs. Ils ont des aides qui viennent intervenir aussi et qui rentrent en compte dans leur activité, donc potentiellement dans leurs recettes. Je ne parlerai pas de chiffre d'affaires, mais je parlerai de recettes.
Donc là, à travers ces différentes activités, on a un calcul de prix moyen de vente, non pas de coût de revient, mais de prix moyen. Si je divise mon chiffre d'affaires par le volume annuel, j'obtiens ces calculs de prix moyen qui me donnent un petit point de repère. Et on va voir juste après, on va pouvoir comparer cette notion de coût de revient. Là, dans la structure présente, j'ai 71% de l'activité qui est encadrée. Donc, ça veut dire qu'elle repose essentiellement sur mes brevets d'État et elle repose sans doute aussi, raffinée par cible de clientèle, par le fait qu'on a beaucoup de groupes encadrés, notamment les groupes scolaires, les centres de loisirs, qui ne partent pas en activité sans avoir un encadrement. C'est ce qui explique la structure de ce prestataire de loisirs. Vous voyez ce que j'ai évoqué tout à l'heure, je suis en train de faire l'analyse des recettes et de la dynamique qui se crée autour de ça. On va voir quelques exemples sur des structures plus ou moins loin de chez vous. Là, on est sur un hôtel de caractère qui s'appelle l'Europe, qui est à Morlaix. Et vous voyez une déclinaison, alors non pas par cible de clientèle, mais par type d'offre. La chambre économique, la chambre confort double, la chambre supérieure double. Et souvent, ce qu'on ne voit pas affiché sur le site internet, mais qui est aussi la réalité, il y a des tarifs groupes, ce n'est pas toujours affiché sur le site internet, et il y a aussi une négociation qui peut s'engager, et notamment le fait de demander des devis si on vient 3 jours sur place, qu'on est un petit groupe et qu'on veut des prestations particulières, ils vont proposer des tarifs différents. Et puis quelque chose qu'on voit aussi récemment, qui est lié au phénomène des OTA. On voit qu'ils proposent un prix plus attractif sur les réservations directes par rapport aux réservations via des OTA, parce qu'ils essayent d'éviter de passer par des OTA qui leur coûtent 15 à 20%. Maintenant, les contrats des OTA font que ce type de pratique n'est pas toujours apprécié, mais quelque part, les OTA n'ont pas non plus envie de les perdre en tant que clients, donc ils les gardent. Donc voilà une approche par type d'offre qu'on peut trouver à l'échelle d'un hôtel. Autre élément de déclinaison, on est là aussi sur un hôtel club restaurant où on va avoir des capacités d'accueil différentes par chambre et donc on va avoir une ventilation des prix en fonction du nombre de personnes dans la chambre, en fonction de la présence d'enfants ou dans certains cas pour des gens qui vont utiliser la chambre en ce qu'on appelle en single, c'est-à-dire seul dans une chambre. Alors, ça se traite comme ça, mais parfois, ce qu'on voit en réalité, c'est une formule étape qui fait qu'on vous vend de la restauration associée et on ne vous fait pas apparaître ce prix single comme un supplément. On vous vend la chambre à 60, 70 € et on ne vous dit pas que c'est avec un supplément. Avec un tarif hiver, un tarif été, demi-pension, pension complète. Là, on essaye de favoriser les prestations annexes. Et puis, si on avance, là, on va avoir finalement, par rapport à cette segmentation client, une dynamique qui va être une dynamique de prix, celle qu'on vient de voir à l'instant. Il faut savoir que la crise fait qu'aujourd'hui, à la fois, il y a moins de mobilité géographique. Malheureusement, j'arrive d'une période où c'est encore plus d'actualité. Ça veut dire qu'hors des voyages professionnels, on va voyager plus proche de chez soi ou dans un premier temps, on va plus voyager. Il y a aussi une perte du pouvoir d'achat, davantage de réflexion sur ses choix d'achat. On a besoin de partir, on a envie de partir. Et l'année dernière nous a confirmé que dès que ça a été déconfiné, l'activité a été encore plus forte qu'habituellement, que ce soit pour l'été ou après l'été. Il y a eu presque un rattrapage de ce qui n'a pas été fait au printemps. Il y a une énorme envie de partir, un besoin de s'évader. Et en même temps, il y a plus de temps pour réfléchir, choisir les opportunités d'achat, comparer ses achats. Et je terminerai avec ça, sur le plan des recettes, il y a aussi un soutien pour les entreprises et quelque part une prime aux entreprises de proximité. Je vais essayer de faire travailler ma base de loisirs, je vais essayer de faire travailler mon restaurant qui n'est pas loin de chez moi, je vais essayer de partir en camping, je l'ai entendu encore récemment,
des gens qui étaient surpris de se dire j'ai des clients du camping qui habitent à moins d'1 heure de chez moi. Donc ça, c'est une forme de soutien, de solidarité qui est en train de se déclencher à proximité. Par rapport à ça, il faut adapter son entreprise, revoir son positionnement cible et produit, ce qu'on vient de voir à l'instant, mais aller encore plus loin là-dessus. Vraiment s'adresser aux clients. Vous voulez partir en week-end en couple, vous avez besoin de souffler. Vous voulez partir en famille, je vais composer des offres, je vais vraiment présenter des offres qui correspondent à ça et je vais pousser mon image sur ce côté-là. Les gens ont moins de mobilité, eh bien, je vais faire une offre sur des clientèles de proximité et je vais travailler mon fichier aussi dans ce sens-là, repérer les clientèles de proximité et proposer des offres particulières pour les clients de proximité. J'ai vu récemment, et on l'a publié nous sur des démarches vers des campings, des gens qui disaient ceux qui choisissent des modes d'hébergement qui ont un impact carbone plus faible, ils payent moins cher quand ils viennent sur notre camping. Dans cette offre camping, on avait des formules non reliées à l'électricité, non reliées au réseau, qui utilisaient les sanitaires, et donc c'était des offres qu'ils qualifiaient de faible impact environnemental, et donc il y avait un prix beaucoup plus abordable pour ces offres-là. De communiquer sur la détente, la déprise, la déconnexion sur le séjour, qui sont des éléments qui sont en train de prendre de la valeur, et de jouer sur cette recherche d'opportunités, créer des événements, pas seulement des offres avec des prix bas, mais plutôt des offres qui comprennent un tas de services de restauration, de visites associées ou d'opportunités de visite, la mise à disposition de vélos, vélo assistance électrique pour aller se promener, un tas de choses qui du coup sont offertes, ne font pas augmenter votre coût de revient, mais rentrent comme des services plus pour le client. Et puis, valoriser aussi votre identité locale par rapport à ceux qui cherchent à soutenir les entreprises de proximité. Jouez quelque part sur cette corde sensible. Vous êtes un acteur local, vous avez une emprise, vous mettez en valeur des produits locaux que vous vendez aussi dans votre entreprise. On voit maintenant des restaurants qui proposent d'acheter du vin, d'acheter des bons produits qu'ils ont à proximité, du fromage, de la charcuterie. Alors bien sûr, dans la période de crise, de devenir un petit peu des commerces de proximité, mais qui certainement par la suite, moi je commence à en parler dans certains hôtels, vont mettre en place une forme d'épicerie pour les meilleurs produits qu'ils ont sur place pour favoriser leurs fournisseurs. Et puis je termine un petit peu avec ça sur les exemples de déclinaison, cible de clientèle, produit. Vous avez ici un site qui se trouve proche du lac du Bourget, Chana Hotel, qui va travailler sur des produits gastronomie, œnologie, bateaux de croisière, bateaux de location, toutes les activités vélo, cheval, randonnée. Les clubs de collectionneurs, et donc qui a travaillé sa déclinaison, qui a identifié les partenaires, et qui sait très bien comment il va revendre ses produits, puisque là, on est sur des produits complexes qui nécessitent une commercialisation via des agences de voyage. Et puis, pour vous faire un petit peu de bien dans cette période un peu difficile, je termine avec la Clairière. Là, on est dans les Vosges et on a comme ça cet environnement très nature, cet hébergement très ancré dans cette nature, des chambres très vastes, un niveau de confort plus. Je vous parlais tout à l'heure de messages dans ce sens-là, il faut aller au bout. Donc là, on termine la première partie qui est un petit peu le développement des recettes. Et on va terminer cette partie avec un petit sondage qu'on va mettre. Et du coup, je vous invite à répondre à ce sondage et je vous invite aussi à poser vos questions sur cette première partie qui est liée aux recettes. Alors, je n'ai pas les informations sur le volume de retour, mais j'espère que… D'accord. Les votes sont en cours et je partage le résultat du coup. Dès que c'est bon. Ouais. Dès que c'est bon.
N'hésitez pas à poser vos questions en même temps C'est ça, sur la partie recette. dans le chat ou éventuellement, peut-être si vous pouvez lever la main, si vous voulez prendre la parole, je peux activer votre micro aussi si vous le souhaitez. Je vois que les votes, ça stagne. Alors du coup, je vais partager les résultats. Alors, combien on a de résultats? Hop. D'accord. Donc, je vous ai convaincu de faire bouger vos tarifs et de faire des tarifs spécifiques. Très bien. Donc, a priori, pas de questions complémentaires pour l'instant. Donc maintenant, on va rentrer sur une autre dynamique. Je ne vais pas dire que c'est de la cuisine interne, mais quelque part, c'est une vigilance que vous devez avoir en tant que responsable, chef d'entreprise, responsable de base nautique, de base de loisirs, d'avoir cette réflexion liée aux tarifs pardon, pas aux tarifs, aux charges qui est importante. Ici, je vous ai mis un petit peu le détail et qui est un peu aussi la réponse de ce qui a été évoqué tout à l'heure par rapport aux charges fixes, charges variables. Vous avez une structure de charges. Je n'ai pas pris scrupuleusement le plan comptable, mais en tous les cas, c'est ce qu'on retrouve à l'échelle d'un hébergement. Parmi les charges fixes les plus courantes, le loyer, la part de masse salariale fixe. Je reviendrai tout à l'heure sur la part variable pour que vous puissiez comprendre cette différence. La notion de frais de gestion d'abonnement, ma structure a un abonnement Wi-Fi, téléphone, Internet, etc. Les impôts et taxes qui sont fixes, par opposition à, par exemple, une taxe de séjour qui est typiquement une taxe variable. Et dans certains cas, un budget marketing, si ce budget est défini de manière fixe, on peut aussi avoir une dynamique variable dans un budget marketing. Et puis, j'ai mis du divers qui permet d'apprécier des frais d'entretien, de structure, des choses comme ça, selon ce qu'on voit. Vous avez toujours les 3 exemples, gîte, hôtel, prestataire. Je ne vais pas commenter l'ampleur des chiffres des uns par rapport aux autres, hein, que ce soit l'ampleur du chiffre d'affaires ou l'ampleur des charges. Et puis, vous avez une deuxième partie, les charges variables, avec une masse salariale variable. Dans le cas présent, je n'ai mis de la masse salariale variable que sur mon prestataire, soit dans le cas de la sous-traitance d'activité. Ponctuellement, je vais aller chercher un brevet d'État ou un chauffeur qui va venir m'aider sur la structure, soit dans une structure voisine, soit des gens qui sont en indépendant, comme j'ai pu l'être aussi à une période. Tout ce qui est consommable, dans les hôtels, c'est les produits d'hygiène, c'est tout ce qui est lié à de la restauration. Chez un prestataire, on peut aussi avoir une partie de consommables qui sont mis à disposition du client, et encore plus dans cette période Covid, on va avoir aussi, pareil, des produits d'entretien du matériel et d'hygiène qui va dépendre du volume d'activité. Énergie, consommation, commissions liées à la commercialisation, là, je les ai passées en charge variable. Pourquoi? Puisque dans le cas d'un hôtel, vous payez une commission en fonction du nombre de chiffres d'affaires que vous rapporte un OTA, par exemple, ou un autre prestataire, office de tourisme, dans le cas de mon gîte, ou les gîtes de France. Frais bancaires liés aux transactions. Et puis un dernier volet, sous-traitance de location de matériel qui viennent compléter ponctuellement ma structure. Et puis se rajoute à ça un troisième volet qui sont mes charges financières. Dans le cas du gîte, on était sur un exemple que là, il avait une structure avec un loyer et donc ce n'est pas lui qui portait ses charges financières. Dans le cas de l'hôtel, il avait un loyer avec quelqu'un qui avait réalisé les investissements, mais il avait en plus des charges financières liées à ses équipements à l'intérieur de sa structure. Et puis mon prestataire qui avait lui aussi des charges liées à son matériel. Tout ça me donne un total de charges et vous voyez qu'en dessous, il y a une ligne qui s'appelle volume de prestation.
Quand je vais diviser ce total de charges par mon volume de prestation, je vais connaître mon coût de revient en instantané sur l'ensemble de mes prestations et sur l'ensemble de ma structure. Bien évidemment, on y reviendra tout à l'heure, on a la possibilité de le détailler beaucoup plus que ça. Ça veut dire que si, par exemple, dans le cas de mon prestataire, je ne fais que de la location de matériel, dans ce cas-là, je ne vais pas considérer toute ma masse salariale dans les charges que je vais prendre en compte sur mon coût de revient location de matériel. À l'inverse, je vais prendre toute ma masse salariale variable dans le cas de l'encadrement de mes prestations. Vous voyez que ça, c'est un niveau un petit peu supérieur. C'est là où parfois vous avez besoin d'être aidé si vous avez besoin de détailler vos coûts de revient par type de prestation. Ici, vous avez tout en bas les ratios, mais en pourcentage des charges et du coup, votre coût de revient, votre structure du coût de revient qui vous dit que sur mon gîte, mon coût de revient est à 63%, mon coût de revient en hôtellerie est à 88% et mon coût de revient prestataire est à 98%. Ça signifie que il me reste plus que 2% de marge pour mon prestataire, 12% sur mon hôtel et 37% sur mon gîte, si mes données sont bonnes. Si je regarde un petit peu cette structure, dans l'exemple… Juste David, il y avait quelques questions sur le précédent tableau, peut-être avant de changer. Oui. Alors, on nous demande s'il est possible d'avoir une ligne d'épargne pour pouvoir avoir une réserve à injecter dans la durée, donc des petits travaux, par exemple de peinture, restauration, entretien de bâtiments, ou alors ça ne se fait pas dans ces budgets? Si. Alors, il y a deux manières de faire. Soit dans la ligne d'hiver que vous avez en haut, c'est souvent là que je retrouve entretien. Mais c'est là où on constate l'entretien. Si par contre, vous êtes dans une base ou un hébergement qui est neuf, et c'est le cas par exemple sur ce que je traite au niveau des cabanes. Mes cabanes sont neuves, la première année, je vais peut-être prévoir qu'éventuellement il y en a un qui va me casser la bouilloire ou je vais avoir une ampoule à changer, mais grosso modo, je vais prévoir 100 ou 200 euros. Par contre, après 3, 4, 5 ans, je vais commencer à provisionner de l'entretien. Et ça, comptablement, il faut voir ça avec votre comptable, mais vous avez le droit de faire ça. Faire une provision, ça vous permet de déduire du résultat. C'est intéressant à partir du moment où vous allez commencer à payer des impôts. Vous savez, les 2, 3, voire 4 premières années, vous êtes sur une montée en charge. Puis la 4e année, vous êtes rattrapé en disant « mais attendez, vous gagnez beaucoup d'argent, maintenant vous allez commencer à payer des impôts ». À partir de là, vous allez raisonner avec votre comptable en disant « comment je peux faire pour payer moins d'impôts ?» Et en même temps, il va regarder aussi la réalité de votre activité qui fait que soit vous louez, vous n'êtes pas propriétaire du gîte, mais vous êtes locataire et vous allez quand même avoir à faire des travaux de peinture, des travaux d'entretien. Et donc, il va provisionner ces travaux qui vont vous permettre de déduire de ça en termes de charges. Et ça, c'est intéressant pour baisser votre résultat sans décaisser, c'est-à-dire que vous le déduisez dans le résultat, mais vous ne sortez pas l'argent de votre compte courant. Donc, c'est de l'argent disponible. Merci David, je pense que tu as bien répondu à la question. Et la seconde était, pourquoi n'y a-t-il pas de masse salariale variable pour l'hôtel? Il n'y a pas d'intérim, point d'interrogation. Oui, alors, tout dépend après des situations qu'on a au niveau d'un hôtel. Dès l'instant où on a du restaurant, on a souvent des gros écarts avec une part de masse salariale variable très important sur ce qu'on appelle les extras. Typiquement, les extras, c'est de la masse salariale variable. Après, sur le personnel d'entretien, nettoyage, on a plutôt tendance à essayer de garder ce personnel. Donc, on va le traiter en masse salariale fixe. Simplement, on va faire un contrat de travail qui va appliquer la modulation du temps de travail en partant du principe qu'on le paye à l'année avec un salaire quasiment fixe, mais lui, il va avoir des horaires de travail qui peuvent changer. Ça permet de faire travailler, c'est terrible, là, c'est le chef d'entreprise qui parle, ça permet de faire travailler jusqu'à plus de 40 heures une personne
parce qu'il y a un gros afflux de clientèle pendant la période estivale, les vacances scolaires, quand on en a vraiment besoin. Et à l'inverse, dans les périodes un peu plus creuses, ça permet de diminuer dans une proportion qui est définie par la convention collective, de pouvoir diminuer de 10 heures, 12 heures en moins, tout en lui maintenant un salaire quasiment fixe à l'année. Et donc, je le traite en charge variable. Parce que si je ne le traite pas comme ça et que je lui dis, ben, écoutez, ce mois-ci, j'ai besoin de vous, vous allez faire 45 heures. Et puis, on arrive au mois de septembre, ben, écoutez, là, 20 heures, 22 heures, ça me suffirait. Et puis, le mois d'après, c'est pareil. Vous pouvez être certain que le mois de novembre, il n'est plus là, parce qu'il aura trouvé un autre emploi. Alors que si vous lui stabilisez son salaire et que du coup, vous traitez cette modulation du temps de travail, il va accepter les à-coups tout en sachant qu'il aura des périodes de récupération sans avoir de baisse sur son salaire. Voilà. Merci David. Alors, autre exemple, par rapport à cette dynamique de charge, je vous ai fait 2 exemples qui sont à l'échelle d'un hôtel. Vous avez un total de charges fixes, un total de charges variables, et surtout en dessous, vous avez un calcul de coût de revient. Dans un premier cas, il y a une variation uniquement sur mes charges fixes. Vous voyez que l'exemple 2, sur mes charges fixes, j'ai moins 6% entre l'exemple 1 et l'exemple 2, ce qui représente 20 000 € d'économies qui peuvent être faites sur de la masse salariale, qui peuvent être faites sur des choix d'achat ou de non-achat. Bref, vous avez fait une économie de 20 000 €. Vous avez le même niveau de charge variable. C'est comme si vous aviez à peu près les mêmes niveaux de consommation, même niveau d'activité. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mes charges financières, si je ne les négocie pas, elles ne changent pas. J'ai un total de charges, comme j'ai travaillé sur ma structure de charge fixe, qui a baissé, lui, de moins 4,8%. Grosso modo, je retrouve mes moins 20 000 € aussi sur mon total de charges. Par contre, dans l'intervalle, mon coût de revient, il a lui aussi baissé de 3,93 €, soit 4,8%. Jusque-là, tout va bien, pas de changement. Mais dans la réalité, cette baisse de 20 000 €, elle impacte ma marge à hauteur de 36%. J'ai gagné 36%. Alors certes, ce n'est pas énorme, c'est 4,03 € par prestation qui font que j'ai amélioré, je vais améliorer mon résultat derrière. Et mon seuil de rentabilité, lui, il a baissé plus vite que mes charges. Il a baissé pratiquement de 6%. Donc, c'est là où vous voyez qu'un petit effort sur les charges va avoir un impact assez fort sur votre marge et va aussi avoir un impact sur mon seuil de rentabilité. On reviendra peut-être sur cette notion tout à l'heure avec des questions, à moins qu'il y en ait à l'instant. Je vais bien répondre, mais je vais donner quelques illustrations sur la manière dont vous pouvez agir sur vos charges. Moi, pour avoir vraiment travaillé sur les résultats comptables de certains acteurs, sur des périodes de difficulté, parce que nous, en général, quand on intervient, c'est soit sur de la création, soit sur des structures qui sont en difficulté. Et quand on va au fond des choses, on se rend compte qu'il y a des solutions pour agir sur les charges. En gros, la marge d'optimisation des charges, on estime qu'elle est de 20 à 50% en fonction de la situation. Vous avez une capacité, alors là je parle de la situation notamment qui est celle qui nous préoccupe, celle du Covid. Actuellement, vous avez la possibilité de négocier vos loyers ou vos échéances de prêt qui peuvent avoir un impact, selon la structure de vos charges financières, de 15 à 30%. 30%, c'est quand j'ai des charges financières relativement importantes, mais 15%, 20% de charges financières, c'est quelque chose de très courant. Donc, vous avez la capacité d'agir sur, allez, je vais dire 20% de vos charges. Alors, je n'ai pas dit que vous les mettez à zéro, hein, mais sur ces 20%-là, vous pouvez négocier, soit renégocier des durées d'emprunt, soit négocier, ça a été le cas l'année dernière, c'est à nouveau le cas aujourd'hui, de pouvoir dire,
je vous demande de me faire cadeau d'un ou deux loyers pour pouvoir passer cette période difficile, ou parfois ce cadeau, c'est simplement un report. Comme je le disais tout à l'heure, pour les provisions, on peut accepter que dans votre rapport avec le locataire qui est propriétaire du gîte, de l'hôtel ou de la base, qui peut être aussi une collectivité, il va accepter que sur l'année, il vous fait cadeau de 2 ou 3 loyers. Alors, soit cadeau totalement, soit il va le reporter sur des années futures. Ce qui revient un petit peu à faire ces PGE, ces plans d'aide, qui quelque part sont un emprunt qu'il va falloir rembourser plus tard quand la situation s'améliorera et qui permet de diminuer vos échéances. Attention, là on parle de 15 à 30% de vos charges. Si vous arrivez à baisser de 5% vos charges annuelles de loyer ou d'emprunt, c'est déjà beaucoup. Vous avez vu tout à l'heure l'impact sur mes coûts de revient et sur mes marges. Deuxième niveau, qui est aujourd'hui une des possibilités, c'est d'adapter ma masse salariale. Si je me retrouve avec un hôtel qui a beaucoup moins d'activité, j'en discutais encore lundi dans les Vosges avec la gérante, je me dis, ben voilà, j'ai gardé mon personnel parce que c'est très difficile de trouver du personnel et on a beaucoup de personnel qui est en train de changer de métier, donc je me bats pour garder mon personnel, donc on utilise le chômage partiel au maximum et voire même on met une petite aide par-dessus pour inciter les salariés à rester chez nous et profiter de ce dispositif qui nous permet quand même d'alléger ma masse salariale, d'alléger mes charges de travail. La conséquence, elle est simple. Sur cet hôtel, c'est 2 cousines qui travaillent ensemble. Aujourd'hui, elles me disent on est en train d'assumer la charge de travail à 3. On est toutes les deux à essayer de faire un coup les chambres, de venir plus tôt pour préparer la restauration, partir plus tard. Il y a certains jours où on ferme la restauration ou alors on propose des formules à réchauffer. Ils ont baissé leur service, baissé leur activité. Elle me dit aussi qu'elle a un petit peu plus de temps à consacrer à sa fille et que globalement, économiquement, ils s'en sortent pas si mal que ça avec le dispositif actuel. Alors, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui vont me tomber dessus tout à l'heure en disant « Mais non, c'est pas vrai ». Moi, je vous dis ce que j'ai entendu lundi. Je ne vous dirai pas où, même si c'est dans les Vosges. Mais en tous les cas, dans certains cas, si les choses sont bien gérées, et encore une fois, j'attends pas d'être en difficulté, je négocie, je demande, je vais chercher toutes les aides qui sont mobilisables. La masse salariale, c'est 30 à 60% des charges. Je n'ai pas dit que j'enlevais 30 à 60% de mes charges, mais si je peux agir sur 5, 10, 15% de ces 30%, ça change complètement mon niveau d'activité. Et puis, dernier point qui est pas un des plus faciles, mais qui est aussi dans l'air du temps. Beaucoup de développement durable parle d'économie d'énergie. Moi, j'ai travaillé aussi avec une entreprise qui nous avait formés pour comprendre ces mécanismes d'économie sur l'eau, en jouant sur la pression d'eau, les températures d'eau. On voit qu'on arrive à faire des économies importantes sur la consommation et l'énergie qui est nécessaire pour chauffer l'eau. On voit aussi qu'on peut faire des économies sur ces déplacements si on essaie d'avoir une organisation de ces déplacements. Sur tous les produits d'accueil, aujourd'hui, si je reprends l'exemple de mon hôtel, vous fournissez les petites bouteilles individuelles et puis vous vous rendez compte que j'ai un client tout seul et puis il repart avec les 2 bouteilles que vous avez laissées à disposition. Oui, c'est un petit peu la réalité aujourd'hui dans les hôtels. Et si vous mettez un récipient qui regroupe toutes ces petites bouteilles et qui permet de prendre uniquement ce qu'on a besoin dans la douche ou à côté du lavabo, et bien déjà, vous avez moins de consommation de plastique, moins de consommation de produits d'hygiène et donc vous avez aussi des pistes d'économie. On pourrait aller assez loin là-dessus. Grosso modo, ce poste énergie, consommation, déplacement, c'est 7 à 15% des charges. Là-dessus, bien sûr, avec moins d'activité, vous avez une économie, mais vous pouvez aussi profiter du creux de la vague, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour mettre en place des bonnes pratiques qui vont vous permettre d'avoir des économies. Notamment, on le voit aujourd'hui sur la restauration
dans les chambres, quand on est en déplacement, comme c'est mon cas assez souvent, on voit encore beaucoup de récipients non recyclables, beaucoup de plastique encore. Est-ce que dans la période actuelle, on ne peut pas utiliser des récipients en verre et du coup, on peut se permettre de nettoyer ces récipients en verre et d'avoir moins de consommation de carton, de plastique, etc. Je n'évoque que des pistes, mais c'est des pistes d'économie. Et dans la période actuelle, vous avez vu que moins 6% d'économie, ça se retrouve directement sur mon seuil d'activité, sur mon seuil de rentabilité, pardon, et c'est plus 36% sur mes marges. Est-ce qu'on peut se passer de ces éléments-là? Donc, j'ai parlé du dispositif de chômage partiel, j'ai parlé du PGE, des dispositifs de prêt garantis par l'État, même si j'y vais avec beaucoup de prudence en ce qui me concerne. J'ai demandé, mais je ne l'ai pas mis en place parce que j'ai bien conscience que c'était un emprunt à rembourser et que si on n'en a pas vraiment besoin, ben, il faut éviter de le faire. Et puis, dernier point, et malheureusement, c'est aussi difficile pour eux, les délais fournisseurs, paiement des stocks, on en parle beaucoup par rapport aux magasins aujourd'hui qui ont du stock, on peut jouer là-dessus. Dans les stations de ski, ils n'ont pas beaucoup d'autres choix. Soit je ne vais pas payer mon fournisseur, soit on va trouver un accord parce que j'ai du matériel qui est en bon état, je pourrais l'utiliser l'année prochaine, mais si je dois tout vous payer, je vais me mettre en déficit et puis vous n'aurez plus rien. Donc l'intérêt commun, c'est de voir comment on va pouvoir travailler ensemble. J'ai mis des pistes, c'est des pistes qu'on a traitées, qu'on a discutées dans certains cas, qu'on a négociées. C'est des choses que vous pouvez faire chez vous. Et puis, je termine et juste après, on refera un petit sondage et puis on reprendra une petite série de questions sur vos tableaux de bord et vos outils. Vous allez retrouver en haut ma structure de charge fixe, ma structure de charge variable, un petit calcul qui est un petit peu technique, mais qui n'est pas si compliqué que ça, c'est le calcul de la marge sur coût variable qui va être utile pour calculer mon seuil de rentabilité. Mon seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires multiplié par mes coûts fixes, divisé par la marge sur coût variable. C'est le niveau à partir duquel mon entreprise est à l'équilibre. Et donc, du coup, c'est un point de repère que vous devez avoir pour votre entreprise et même reprojeter si demain vous avez des actions sur votre chiffre d'affaires ou des actions sur vos charges, eh bien, vous allez changer votre structure, vous allez baisser votre seuil de rentabilité. Dernier point, concernant les ratios, tout à l'heure vous les aviez en pourcentage de chiffre d'affaires, là vous les avez en valeur, ce qui vous permet de travailler aussi sur ces différents ratios pour voir la part de chacun, la part de ma masse salariale, la part de mes charges fixes, la part de mes charges financières et de mes charges variables, ce qui vous permet de matérialiser vos potentielles économies. Et ça, c'est un point de repère qui est indispensable. Bien sûr, mon calcul de marge globale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, des tableaux de bord sur mes recettes, tableau de bord sur mes charges. Et si vous faites les choses correctement, vous pouvez quasiment avoir en temps réel, chaque mois, ce calcul de seuil de rentabilité qui se fasse quasiment en automatique. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec ça, vous pouvez demander à votre comptable de travailler ce tableau de bord ou travailler avec votre chambre de commerce ou vous faire accompagner par un consultant pour mettre en place ces tableaux de bord parce que le pilotage en temps réel et voire même en prévision de chiffre d'affaires, prévision de charge, c'est très utile. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus de prévision de charge. J'utilise d'une année sur l'autre mes tableaux de bord avec sensiblement les mêmes niveaux de charge d'un mois à l'autre, enfin d'une année sur l'autre, ce qui fait que je change mes prévisions de chiffre d'affaires parce que nous, on est sur des périodes assez longues et donc on a nos prévisions à 3 mois, 6 mois. Et en dessous, je ne touche pas à mes charges, je reprends les charges de l'année d'avant et je vais simplement les adapter au mois le mois et du coup avoir quasiment une projection sur où j'en suis en trésorerie, où j'en suis en seuil de rentabilité, où j'en suis en termes de coût de revient
ce qui permet de gérer sereinement et surtout d'anticiper. J'anticipe dans 3 mois, je vais être en difficulté, je prends des décisions aujourd'hui parce que ce n'est pas dans 3 mois ou en 3 semaines que je vais résoudre ces difficultés. C'est trop tard. Vous venez pieds et poings liés devant votre banquier, alors que si vous avez beaucoup anticipé, ben vous êtes beaucoup plus serein sur ce plan-là, vous pouvez véritablement agir. Du coup, on va poser un dernier petit sondage et poser aussi vos questions par rapport à ces structures de charge. Le sondage est lancé du coup, David. Merci. La question inspire un peu moins que la précédente. Elle est peut-être un peu plus complexe pour se positionner. D'arriver à voir effectivement quelle est l'ampleur des économies que vous pouvez envisager. Je vous ai donné quelques points de repère sur les pourcentages de charges sur lesquels vous pouvez agir. Mais du coup, ça vous donne une petite idée. Ouais. Alors, oui, je vois moins de réponses, effectivement. Donc, déjà, c'est intéressant. Si vous voyez que vous avez une capacité à moduler les charges sur moins de 10%, ce qui est déjà pas mal, et sur 11 à 20%, il y en a 2 qui voient cette possibilité-là. J'aurais peut-être dû rajouter la question non, je ne vois pas de possibilité de réduction de charge, et peut-être qu'on peut échanger sur ce plan-là. Je serais surpris, ou alors je n'ai pas fait mon travail correctement, si vous me dites que vous ne pouvez pas changer votre structure de charge. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main si vous voulez qu'on vous donne la parole. Oui. Pas de questions. Pas de questions. On peut continuer et revenir éventuellement. Oui. D'accord. Donc, j'espère, enfin, on verra après si j'ai effectivement réussi à vous faire aimer les chiffres ou non. On va regarder ça. En tous les cas, au moins les comprendre, parce que c'est des termes que vous avez déjà dû entendre avec vos comptables, ces notions de seuil de rentabilité, de charge, pour pouvoir agir dessus. Je voulais vous montrer à travers l'exemple qui suit, je ne sais pas si on voit le sondage, vous l'avez? J'ai désactivé le partage du sondage. Oui, c'est bon. Oui, sur l'exemple suivant, à partir du travail sur le seuil de rentabilité, donc sur votre niveau d'équilibre, on peut agir notamment en travaillant sur vos charges fixes, comme je l'ai montré tout à l'heure. Il y a un premier exemple, mon prestataire qui a 70% de charges fixes a son seuil de rentabilité à 78% de son chiffre d'affaires. Il y a un lien étroit, on va le voir avec l'exemple 2, entre mon niveau de charge fixe et mon niveau de seuil de rentabilité. Alors que mon gîte, qui a 56% de charge fixe, a un seuil de rentabilité à 68%. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez baisser vos charges fixes, mais
votre seuil de rentabilité ne veut pas baisser aussi vite que vos charges fixes. Ça veut dire que si vous vous dites bah, la solution demain, c'est de sous-traiter du temps de travail ou c'est de passer par des prestataires qui vont réaliser une partie de mon travail, de la blanchisserie, du ménage ou des choses comme ça, ce n'est pas nécessairement la solution. À un moment, il y a une petite influence là-dessus. Vous voyez que si je gagne 20% sur mes charges fixes, je vais gagner seulement 10% sur la diminution de mon seuil de rentabilité. Et 20%, c'est énorme. Vous voyez la nuance entre le gîte et le prestataire d'activité. Donc ça c'est une première prise de conscience. N'attendez pas non plus tous les miracles. J'ai tendance à dire que chaque entreprise a un niveau de carburation, excusez-moi le terme, à un niveau d'activité qui est défini par sa structure de charge. Que ce soit un gîte, que ce soit un prestataire, que ce soit un hôtel. Et donc, modifier sa structure de charge, on peut le faire à la marge, mais globalement, s'il a été conçu, si mon hôtel est fait pour tourner avec 100 chambres, même si je diminue mon personnel parce que j'utilise plus que 50 chambres, ça ne va pas complètement résoudre mon problème. Ça veut dire que soit je me suis trompé dans l'étude de marché au départ, soit je n'ai pas choisi les bonnes cibles, soit je n'ai pas les bons canaux commercialement, mais pour le coup, ça pose vraiment ces questions du choix, du calibrage de mon outil de travail au départ. Et parfois, quand je discute avec certains porteurs de projets, quand on parle rentabilité par rapport à certains gîtes, par rapport à des cabanes ou autres, ils vont me dire « Oh ben, je vais faire que du haut de gamme et puis on va en faire 20, comme ça, ça va vraiment marcher. » Et moi, je leur dis « Attendez, par rapport à votre marché, il n'est pas certain que vous remplissiez 20 modules d'hébergement. Il n'est pas certain que la demande soit la même sur les mêmes niveaux de gamme sur ce site-là. » Et se posera aussi, bien sûr, la structure des charges financières qui vont se rajouter à ça, puisque si je prévois quelque chose en niveau luxe, j'ai un investissement, on en discutait encore ce matin, qui va être 3 à 4 fois supérieur à ce que je vais avoir sur un niveau standard, si je reprends cet exemple lié à des cabanes. Donc, la compréhension de votre outil économique, la création de votre entreprise, et ensuite dans sa gestion, va faire que quelque part vous êtes conditionné, et si vous avez une baisse de 50% du chiffre d'affaires, on ne résoudra pas le problème en retravaillant, en retripatouillant les charges, si je peux m'exprimer ainsi. On aura une petite influence pour limiter la casse, mais ça sera quand même difficile. Là où on a une situation qui est un petit peu meilleure, c'est dans le cas de l'hôtel dont je parlais tout à l'heure, c'est si j'ai fini de rembourser mes charges d'emprunt, donc que j'ai moins de charges financières sur ma structure, effectivement, je vais utiliser une partie de ma marge pour financer son fonctionnement. Mais du coup, je ne prépare pas l'avenir, puisque dans le cas d'un hôtel, il faut toujours avoir la capacité à réinvestir sur l'équipement. Et donc, les années qu'on vient de vivre, c'est des années catastrophiques pour les investissements à venir, parce qu'on a consommé toute la marge qui sera nécessaire pour renouveler les établissements, réinvestir dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Donc ça, c'est une première notion sur le niveau d'équilibre des charges et la capacité à moduler. Deuxième élément, cette notion sur le coût de revient. Le coût par prestation, vous avez vu un peu tous les calculs qu'on peut faire, y compris le calcul du coût détaillé en fonction des variations de prestations et en fonction de la répartition des charges. Si vous cherchez à faire ce type de calcul, évitez de le faire seul, faites-vous accompagner. Encore une fois, chambre de commerce, comptable ou consultant pour arriver à bien comprendre quelle est la part des charges que vous pouvez répartir sur vos différents niveaux de produits. Par contre, c'est très éclairant. C'est très éclairant sur comment je peux moduler mes coûts de revient. Et moi, j'ai un premier message à faire passer, c'est que
chaque augmentation d'activité va vous permettre de gagner des coûts de revient. C'est ce troisième exemple que vous avez ici. Dans mon gîte, qui a 40% de charges fixes, une augmentation de 12% du chiffre d'affaires, c'est une diminution du coût de revient de 3%. Ça veut dire que je ne considère pas que mon coût de revient est une charge fixe, mon coût de revient il est dynamique, et que si j'agis sur ma structure de charge, je vais baisser mes coûts de revient et augmenter ma marge. Ça, c'est une donnée qui est assez compliquée à faire passer, notamment quand on va chercher une nouvelle cible de clientèle. Quand on travaille avec des hébergeurs en disant, ben voilà, vous voulez développer la clientèle séminaire ou la clientèle groupe, et puis qu'on commence à discuter tarifs, on analyse la concurrence et on se dit, mais oui, si vous voulez aller chercher les groupes, il va falloir baisser vos prix parce que tous vos concurrents sont à un tarif inférieur. Et là, ils se disent, mais non, mes prix vont être inférieurs à mes coûts de revient. Non, c'est faux. Si j'ai une augmentation de 12% d'activité, je reprends l'exemple du gîte, mais on peut faire le même calcul pour un hôtel. Si j'augmente de 10% mon activité parce que je suis allé chercher une clientèle supplémentaire dans une période où je n'avais pas de clientèle, donc il ne vient pas diminuer notre clientèle, cette augmentation de volume d'activité en nombre de nuits et en volume de chiffre d'affaires va mécaniquement baisser mes coûts de revient. Et c'est là où avec l'augmentation, et c'est le tout premier graphique qu'on avait ensemble au début, ce tout premier graphique va nous permettre de dire, voyez, sur l'augmentation d'activité, j'avais cette baisse de coûts de revient, et à l'inverse, si ma dynamique s'inverse, c'est-à-dire que si j'ai une baisse d'activité, j'ai une augmentation de mes coûts de revient. Et donc là, soit je raisonne en me disant, ben, j'ai diminué mes coûts de revient, j'augmente mes prix, mais si j'augmente mes prix, je me mets en difficulté par rapport à mes concurrents. J'étais encore dans un hôtel hier soir et qui me dit, bah, oui, les prix sont très bas tout de suite parce qu'on n'arrive pas à remplir et du coup, aujourd'hui, on baisse les prix pour aller chercher des clients supplémentaires. Ah oui. C'est sûr que si j'augmente mes prix dans la période où j'ai moins de demandes, je risque d'en avoir encore moins parce que la plupart de mes concurrents baissent les prix aujourd'hui. Vous voyez, je reviens un petit peu sur cette structure de charge de recette qui va influer sur mes coûts de revient et qui, du coup, la boucle est bouclée, va me permettre de dire je peux demain avoir une dynamique vertueuse où je travaille principalement mon développement d'activité, mes nouvelles cibles de clientèle, mes produits, mes services qui vont m'amener des opportunités. Et souvent, quand je travaille sur un camping, sur un hôtel ou sur des structures de cabane, quand on me parle d'augmenter l'activité, la première chose que je recherche, c'est quand est-ce que vous êtes vraiment plein et du coup, avec quelle cible et quand est-ce que vous êtes moins plein, quand est-ce que vous êtes vide, pour qu'on voit si à cette période-là, on va trouver une cible, on va pouvoir créer une nouvelle offre, quitte à baisser les prix, comment on va pouvoir faire. Si je reprends mon exemple des cabanes, fonctionne très bien le week-end, fonctionne très mal la semaine. Il fonctionne sur des durées de séjour qui sont à 1,2, 1,4, 1,5. Aujourd'hui, la dynamique de prix, j'arrête pas d'en parler. L'enjeu, sur des week-ends, c'est de rajouter une deuxième nuit, baisser les prix pour une deuxième nuit. Et l'enjeu principal, c'est de faire venir des clientèles la semaine parce que ce volume d'augmentation d'activité va me permettre de diminuer mes coûts de revient. Totalement dans cette dynamique-là. Et du coup, on se pose la question, qui est-ce qui voyage la semaine? Les commerciaux, les couples seniors. Et si je n'ai pas une différence de prix qui va faire que les seniors, on va les inciter à voyager la semaine, pourquoi est-ce qu'ils viendraient la semaine s'il n'y a pas de différence significative? Donc aujourd'hui, on est sur des dynamiques où parfois, on va exagérer volontairement le prix du week-end. De toute façon, comme disent certains gestionnaires, je le vendrai 4 fois. Donc, comme je ne peux le vendre qu'une fois, j'augmente le prix, mais je le vends encore. Et puis, à l'inverse, cette augmentation de marge le week-end va me permettre de diminuer mon prix la semaine, mais de manière forte. Je parle de moins 30%.
parce que cette augmentation de volume la semaine va me permettre de baisser mon coût de revient global. Et l'indicateur que je devrais surveiller, c'est mon coût de revient et mon prix moyen de vente. Et c'est ça la clé qu'il va falloir avoir en permanence sous les yeux. Je peux vous dire que au niveau des gestionnaires qui sont dans un milieu très concurrentiel, c'est le cas pour l'hôtellerie, ces notions de coût de revient, de prix de vente, ils sont très importants. S'il y a un hôtelier ici présent, ce serait intéressant d'avoir un témoignage là-dessus. Il y a une personne qui nous demande du coup comment faire bouger les prix quand des plateformes telles que Helloa ne leur permettent pas de le faire. Alors, les plateformes parfois ne bougent pas. Je ne vais pas citer certaines structures qui ont refusé de bouger pendant des années. Et puis, quand il y a des nouveaux opérateurs qui arrivent, eh ben, on se rend compte qu'on peut bouger les prix. Donc, quelque part, c'est dire, vous ne voulez pas le faire? Pas de souci. Je vais trouver un autre canal de vente, je vais continuer de travailler avec vous, mais cet autre canal de vente va me permettre de le faire. J'ai trouvé une autre façon de me commercialiser, soit via un autre partenaire, soit par mes actions directes auprès de mon fichier, et je vais trouver une façon de diminuer mes prix sur la même site de clientèle ou sur une autre site de clientèle. Aujourd'hui, un ETA doit vous permettre de capitaliser un fichier clientèle. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des OTA comme ça très connus, où on se dit, c'est une catastrophe, ils me prennent 20% de commission. Certes, vous prennent 20% de commission, mais est-ce que vous avez constitué un fichier? Est-ce que vous êtes allé chercher vos clients en direct? Est-ce que vous faites en sorte de les fidéliser? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine des cabanes que je connais bien? Quand ils se créent, les OTA, je veux dire, les centrales spécialisées représentent 60 à 70% de leur chiffre d'affaires. C'est normal, ils n'existent pas autrement, ils ne sont pas visibles, ils n'ont pas de référencement, ils ne sont pas connus. Maintenant, quand le client vient chez eux, il faut en sorte de le connaître, de l'apprécier, de créer la relation, de conserver l'adresse email et d'entretenir cette relation. Résultat des courses, après 4 à 5 ans, les meilleurs d'entre eux, les OTA, ne représentent plus que 30% de leur chiffre d'affaires. Tout à l'heure, je parlais d'économie sur les charges. On y est totalement. Calculer 20% sur 30% ou 20% sur 60% de mon chiffre d'affaires. J'ai mes économies, j'ai augmenté ma marge, j'ai baissé mes coûts de revient et pourtant, je travaille autant. Simplement, je travaille différemment. J'ai une partie de mon temps qui est vraiment consacrée à mes clients pour communiquer, pour rester en relation avec eux. Alors, on revient à d'autres webinaires, et notamment celui de la semaine prochaine, ça me permet d'ouvrir un peu la porte. Mais à partir du moment où on crée cette relation, quand vous avez un ami, si vous ne lui donnez pas de nouvelles, il ne va pas rester ami très longtemps. S'il n'a pas d'obligation à rester ami avec vous, les liens vont se distendre. Un client, c'est pareil, et c'est pire, parce qu'un client, il va être sollicité par d'autres qui vont lui proposer monts et merveilles, qui vont lui faire rêver, lui montrer des expériences clients, des images. Et si chez vous, il a beaucoup apprécié la relation, il a beaucoup apprécié son séjour, mais que vous ne lui donnez plus de nouvelles, de temps en temps, il va aller voir d'autres univers. Et puis, il ne va pas revenir parce qu'il va vous oublier, non pas qu'il ne vous apprécie pas, mais parce qu'il va passer à autre chose. Et la relation ne l'intéresse pas. Donc, pour moi, un des moyens de limiter l'impact des OTA, c'est d'agir sur votre stratégie commerciale pour faire en sorte que, une fois que vous avez fait venir le client, vous faites en sorte de le garder, de le conserver, et voire même de l'inciter à parler de vous, on y reviendra la prochaine fois, parce que ça va avoir un impact direct pour maintenir votre niveau d'activité à minima, ou plutôt agir sur ce qu'on va appeler votre conquête clientèle. Vous avez moins besoin d'aller chercher des nouveaux clients chaque année, puisque vous avez de plus en plus de clients fidèles. En faisant ça, votre niveau d'activité progresse régulièrement, votre structure de charge diminue puisque vous avez moins de commissions, et vous avez compris le mécanisme,
Grâce à ça, j'ai baissé mes coûts de revient, j'ai baissé mon seuil de rentabilité, j'améliore ma situation d'entreprise. Et dans la période qui est celle que nous connaissons, même si c'est difficile de rester concentré, c'est difficile de passer à l'action, passez à l'action sur vos fichiers clients, passez à l'action sur votre relation client. Ça paye, il n'y a pas de raison que ça se termine. Je vais clôturer sur une dernière diapo, et puis après on verra si on a d'autres questions, mais qui revient un petit peu à ce que je viens d'évoquer. C'est une synthèse avec 3 niveaux d'intervention. Comme je l'ai dit, conforter son chiffre d'affaires. Et j'étais assez content de voir que dans le sondage, vous étiez nombreux à vouloir segmenter vos tarifs, adapter vos produits. C'est une des choses qui vont vous rendre à la fois plus visible et plus lisible vis-à-vis de vos clients. Si vous ne montrez pas une ambiance couple pour venir chez vous, et que moi je cherche à rêver romantisme et couple pour faire une belle surprise à mon ami, comment je vais vous trouver? Comment je vais voir ce que vous avez à proposer chez nous? Bien sûr, moi, dans les hôtels, ils me disent oui, mais je peux le faire. Mettre des pétales de rose, avoir le champagne qui soit prévu, avoir un repas extraordinaire. Je peux le faire si le client me le demande. Mais le client, il ne demande pas. Il cherche et ne vous trouve pas. S'il ne vous trouve pas, il ne vient pas vous solliciter. Par contre, il y en a d'autres qui le montrent. Et bien, c'est vers eux qu'ils vont se tourner. Donc, quelque part, segmenter, développer son offre, développer ses services, c'est se rendre visible et donc développer une clientèle. Si je veux travailler avec les motards, on l'a vu la dernière fois sur les précédents webinaires, sur la clientèle itinérante, je vais communiquer sur le fait que j'ai un parking sécurisé, voire même que j'ai un garage où les motos sont à l'abri. Je vais communiquer sur tous les aspects convivialité de mon site. Je vais communiquer sur toute la connexion que je vais mettre en place au niveau des motards. Je vais peut-être même travailler spécifiquement sur cet univers motard dans ma décoration et dans ma communauté d'amis. Je serai encore plus crédible si je suis moi-même un peu motard. Alors, je ne vais pas faire les clichés, mais effectivement, si j'ai quelques photos de moi et que je suis crédible sur l'offre motard, ce qui me concerne, je serai plus crédible sur une offre cycliste. Et dans ce cas-là, je vais le mettre en avant. C'est difficile de se mettre en scène, mais c'est nécessaire d'expliquer sa personnalité, d'expliquer le positionnement de son établissement pour développer sa clientèle. Deuxième niveau, c'est mon réseau de partenaires. On vient de parler des OTA, effectivement, réseau de partenaires, ça peut être des OTA, mais ça peut aussi être l'accompagnateur de randonnée, le guide de pêche, la base nautique qui est à proximité de chez moi, ou moi-même en tant que base nautique, ça va être le camping voisin, ça va être l'hôtel, vers qui peut-être je vais aller faire participer sur un petit pot d'accueil, avoir une offre personnalisée pour ceux qui viennent de l'hôtel, peut-être organiser le transport depuis le camping jusqu'à ma base, avoir un jour particulier pour ce camping que je vais proposer dans l'offre du camping. C'est tous ces petits détails qui font qu'à un moment, le partenariat, c'est pas seulement de dire vous me vendez, je vous verse 20%. Le partenariat, c'est je parle de vous, vous parlez de moi. Je cherche des groupes, quand je les ai, je les renvoie sur le camping. Et à l'inverse, vous, en pleine saison, quand vous avez de la clientèle individuelle, vous les renvoyez sur la base. On organise l'activité les mardis après-midi, les jeudis, on organise le transport, etc. Tout ce que j'évoque là, je ne l'ai pas inventé. Tout ce que j'évoque là, moi, ça fait 18 ans en tant que consultant. Je suis dans le loisir depuis les années 86. Je suis en encadrement d'activité. J'ai connu ce milieu-là. L'encadrement en termes de loisirs, j'ai connu le milieu des agences de voyage. Et tout ce que j'évoque là, c'est du vécu, c'est de l'expérience, c'est des bonnes pratiques. Ce n'est pas des choses que j'ai lues dans les livres ou que j'ai vues en théorie sur Internet ou sur un tuto. C'est une réalité. Deuxième niveau, ajuster ses charges. Vous avez compris tout à l'heure, j'adapte mes charges et mon niveau d'activité pour avoir une influence sur mes prix.
Pour les structures qui ont beaucoup de personnel, j'évoquais notamment les structures collectives, ceux qui font de l'accueil d'enfants, classes, centres de loisirs. Un des principaux postes sur lesquels on a travaillé, qui est une charge d'économie, c'est j'optimise le temps de travail en fonction du temps nécessaire pour faire le nettoyage, pour faire la préparation de la restauration. C'est terrible, mais dans ce milieu-là, je vais être un vilain petit canard, mais ce qu'on pratique dans les hôtels depuis des années et des années, ça n'est pas encore le cas parce qu'on est dans le milieu associatif, parce qu'on n'ose pas utiliser ces pratiques, mais à un moment, c'est combien de temps vous mettez pour nettoyer une chambre? Combien de temps vous mettez pour nettoyer les espaces communs? Qu'est-ce qu'il est nécessaire? Alors, ça peut ressembler à du flicage, mais dans l'hôtellerie, quand on forme du personnel, celui qui va lui dire combien il faut de temps, au début, il vient dans la chambre, il allume le chrono et lui montre combien de temps il faut pour nettoyer la chambre. Et après, quand le personnel vient discuter une prime, on parle effectivement de ses résultats et du temps utilisé. Mais à un moment, si vous n'êtes pas rigoureux sur la masse salariale et que vous dérapez sur quelque chose qui représente, selon les situations, entre 30 et 60% de vos charges, ben, vous êtes rigoureux en rien et vous risquez des grandes difficultés, surtout dans ces périodes de baisse d'activité. J'ai parlé des négociations, fournisseurs, partenaires, banques, propriétaires et aides de l'État. Je vois un petit voyant qui clignote. Il y a peut-être une question par rapport à ça. Oui, il y a une nouvelle question ou remarque, en tout cas, en disant qu'il est difficile de prévoir le temps de nettoyage de gîte, par exemple, quand on fait appel à des intérimaires. Alors oui, si c'est des intérimaires qui ne connaissent pas le lieu, et on est typiquement dans le cas de la sous-traitance qu'on évoquait tout à l'heure, oui. Mais de la même façon que quand je fais nettoyer mon entreprise, au départ, il y a une espèce de négociation. C'est moi, je demande à une entreprise extérieure de venir nettoyer chez moi. Combien vous estimez le nettoyage? Commencez à le faire. On va regarder 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Si on n'est pas cadré là-dessus, c'est compliqué. Donc, sur le ménage courant, eh ben, il faut un moment s'impliquer. Je parlais tout à l'heure de la formation des hôteliers par rapport au temps de ménage des chambres. Par rapport à votre gîte, si vous passez par un prestataire extérieur, vous devez vous-même savoir combien de temps il faut pour le nettoyer. Ou si ce n'est pas le cas, ben, vous restez avec lui et vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais on est aussi dans une négociation de sous-traitance de partenaires, comme pour le reste. Et en fonction de ce qu'il représente dans votre structure de charge, eh ben, vous allez négocier plus ou moins durement par rapport à ça. Peut-être le mettre en concurrence. Je n'ai pas la bonne solution, mais à un moment, quand tout le monde est en difficulté, on est obligé de passer par là. Vous savez, j'ai le cas sur la blanchisserie, qui parfois coûte très cher. Je reviens sur mon exemple de cabane. Quand on nettoie des couettes et qu'on fait faire une entreprise extérieure, j'ai des coûts qui varient de 12 à 15 euros par unité d'hébergement. Vous imaginez bien que 12 ou 15, voire même 10 dans certains cas, ça pose la question de si j'ai suffisamment de modules, est-ce que moi-même, je n'ai pas une machine à laver et un sèche-linge pour réaliser le travail seul, ou est-ce que je passe par une autre entreprise, parfois une entreprise de nettoyage qui fait de l'insertion de personnel, qui prendra peut-être plus de temps, mais peut coûter aussi moins cher. Donc, ça se négocie comme le reste. D'autres questions? Pas pour l'instant, mais n'hésitez pas s'il y en a d'autres à lever la main. Alors, il y a une personne qui lève la main, je ne sais pas qui c'est. Alors, j'essaye de passer. Peut-être un hôtelier? Vous pouvez, normalement, je vous ai autorisé à parler. Je ne sais pas si ça fonctionne. Dites-nous. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est Francis. Francis Lollet. Je note par rapport à ce que vous dites que les reprises d'activités, je veux dire activités commerce, hôtel dans le centre de Bretagne, se font très difficilement
Et ce que l'on me rapporte, c'est les intérêts pour les jeunes. Hein. Ils font des emprunts, ils ont des intérêts à rembourser, ce qui n'est pas forcément le cas des anciens. Vous êtes sur quelle structure d'hébergement ou d'activité? Non, non, moi je m'occupe de tourisme, mais c'est une observation dans le centre, si vous voulez. Quand on discute avec les jeunes qui veulent reprendre un hôtel, ils disent on a quand même des remboursements importants, ce qui n'est pas forcément le cas des plus anciens. Oui, d'accord, je comprends. Quand vous parlez de reprise d'activité, j'ai cru que vous parliez de la période actuelle en termes d'activité. Oui, la reprise de structures hôtelières est difficile aujourd'hui parce qu'on a deux cas de figure. Soit je rachète ou je loue un établissement qui a été rénové, et auquel cas, je n'ai pas beaucoup de charges financières, mais je vais avoir un loyer assez important. Et quelque part, ce loyer, il est aussi évalué par rapport à un niveau de chiffre d'affaires potentiel. Et dans la période qui est celle qui nous préoccupe, c'est relativement difficile de faire une reprise. Soit je reprends un établissement qui a le niveau d'activité qui chutait depuis des années et en même temps un établissement qui devenait un petit peu obsolète, excusez-moi le terme, mais où les chambres avaient besoin d'être rénovées, où il manquait des équipements, où on perdait en termes de classement, en termes d'isolation. Et donc, il y a des gros travaux à réaliser à l'intérieur. Et donc, quand on est jeune et qu'on reprend ce type d'activité, il faut acheter l'établissement, plus réaliser un investissement. Donc là, on se met un maximum de charges financières. Tout à l'heure, je parlais de jusqu'à 30% du chiffre d'affaires qui peut être consacré à mes charges financières, ce qui est beaucoup. Et là, dans ce cas-là, on est un petit peu coincé par rapport à une situation qui est la nôtre parce qu'on vient de reprendre, on vient de rénover et je suis bloqué par mes charges. Donc, c'est des situations très difficiles et malheureusement, dans ce cas-là, il faut agir un petit peu sur la masse salariale pour passer cette période difficile. Donc, travailler plus soi-même et moins solliciter ses salariés pour essayer d'utiliser au maximum les dispositifs d'aide à l'emploi ou au maintien d'emploi chômage partiel. Et puis, soi-même, travailler peut-être 2 fois plus et tout en restant très actif sur la démarche commerciale et sur la veille concurrentielle pour ajuster ses tarifs. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, j'ai bien répondu. A priori, oui. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions. Non, il n'y a pas de nouvelles mains qui se lèvent. D'accord. Plus de questions dans le chat, donc c'est possible qu'on ait balayé. D'accord, l'intégralité. Moi, j'arrive un petit peu au terme aussi de la présentation. Je vous remercie déjà pour votre participation. Vous voyez que chez moi, c'est un sujet passion. Maintenant, je l'aborde aussi avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a pas véritablement de règles, il y a des principes. Mais chaque situation d'entreprise est différente, chaque ratio est différent. Plus j'en analyse, plus je constate des spécificités dans les entreprises. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup sur comment je fais pour dynamiser ma politique tarifaire et mon chiffre d'affaires et comment je fais pour être vigilant sur mes charges et pour avoir un suivi. Et surtout, je n'attends pas mon comptable qui va arriver avec 3 mois ou 6 mois de retard pour me dire la situation n'est pas bonne ou la situation est très bonne et vous allez payer beaucoup d'impôts. On peut agir là-dessus aussi pour diminuer ces impôts si la situation est trop bonne. On en a parlé à travers les provisions. Et malheureusement, dans la situation qui est celle d'aujourd'hui, on peut essayer d'agir maximum sur les charges. Et je dirais même en tant que chef d'entreprise, aussi prendre la décision de diminuer son salaire pour baisser les charges sur l'entreprise pour passer la période difficile. Merci David pour tous ces bons conseils et ces explications. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Voilà, comme les autres webinaires, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent par la suite à revenir vers nous.
Autrement, on vous donne rendez-vous donc dans une semaine, le jeudi 8 avril, pour parler de stratégie de commercialisation et de plan de communication. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à relayer aussi éventuellement l'information auprès des personnes que vous connaissez dans le milieu du tourisme et que ça pourrait intéresser. Merci à vous. Merci à tous.